Connectez-vous, on se laisse. Voilà, c'est toujours l'incontournable. J'espère que vous allez très bien. Donc, mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, on fait le point du jour. Connectez-vous, on va faire le point du jour. Connectez-vous, on va faire le point du jour, c'est très important. Connectez-vous, on fait le point du jour. Partagez le direct. Partagez aussi le direct. C'est très important. Invitez vos amis, vos collègues, vos connaissances à prendre part à ce direct qui se déroule en ce moment. C'est très important. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Donnez mes étoiles en quitter ici. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici, chers amis, chers frères, chers amis, chères connaissances. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Le contournable. Publiez le direct. Publiez le direct. Amis, frères et sœurs, publiez le direct. Tous ceux qui sont abonnés devraient normalement publier le direct. Et demandez à vos amis de s'abonner. Ceux qui mettent en tête de moi là, vous mettez ça au nom de quoi? C'est-à-dire, on n'a même pas encore parlé, vous mettez tête de moi comme si vous connaissez le sujet. Du n'importe quoi. Arrêtez quand même vos conneries là. Arrêtez vos conneries là. Donc, avant qu'on ne commence, permettez-moi de m'hydrater un peu la gorge. C'est très important. Est-ce que... Ok, merci. Joël Mazola, big up à vous. Mario Zagalo, big up à vous. Thomas Koda, big up à vous. Jean Tano, big up à vous. Ainsi que tous ceux qui sont cachés dans l'ombre, qui ne veulent pas commenter, qui ne veulent pas s'afficher publiquement, pour ne pas se faire voir, big up à eux. Que vous soyez des autorités, que vous ne soyez pas des autorités, que vous soyez des citoyens lambda ou pas, big up à tous et à tout temps. Personne n'est épargné, que tu sois enfant, grand, vieux père, femme, homme, big up à tous et à tout temps. C'est l'incontournable, bien compris. Donc, Amiral Baba, big up à vous. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondone. Laisse-moi mourir 5 heures. Vous pouvez aussi m'appeler Boum Boum ou le grand Bozambo. L'incontournable. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour traiter les dossiers les plus chauds du jour. Nous allons traiter l'actualité actuelle qui se déroule, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, parce que nous sommes à partir de maintenant internationaux. Comme nous sommes des citoyens internationaux, alors nous réservons le droit de traiter tout sujet concernant l'international. Il faudrait que ça soit clair. Alors, parlons du Mali, parce qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué au Mali. Donc, les autorités maliennes ont pu déjouer un coup d'État. Mais qui a permis aux autorités maliennes à déjouer ce coup d'État? Question. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe dans l'ombre. Alors, nous sommes là pour
vous éclairer. Nous sommes là pour mettre les choses au cachet au grand jour, pour que chacun de nous puisse savoir ce qui se passe. Alors, les autorités maliennes n'allaient pas pu déjouer le coup d'État qui se préparait si ces autorités n'étaient pas sérieuses envers la Russie. Je dis bien si les autorités maliennes n'étaient pas sérieuses envers la Russie. Et c'est très important quand je parle de la Russie et du coup d'État qui a été déjoué sur le territoire malien. Vous allez voir les liens tout à l'heure et beaucoup vont comprendre. Vous savez que actuellement où je vous parle, il y a un affrontement occidental et un affrontement russe. C'est-à-dire les deux civilisations s'affrontent. Donc l'opération spéciale qui se passe en Ukraine est une opération spéciale, mais une confrontation directe entre la civilisation européenne, occidentale et la civilisation russe. Alors tous les services de renseignement du monde sont actifs. Les services de renseignement européens, américains et consorts sont branchés sur la Russie. C'est-à-dire les services de renseignement occidentaux captent toute discussion venant de la part de l'État russe ainsi que l'armée russe pour pouvoir mieux traiter les informations, pour ne pas être surpris des actions que la Russie va mener dans les jours à venir ou même présentement où je vous parle. Donc que ce soit la CIA, que ce soit la DGSE, que ce soit n'importe quel service de renseignement, ils sont tous branchés sur la Russie pour informer leur gouvernement, pour informer leurs armées, afin qu'ils ne soient pas surpris. De même, la Russie fait pareil. C'est-à-dire les services de renseignement russes sont actifs en Europe, aux États-Unis, c'est-à-dire les pays inamicaux, ce que la Russie appelle les pays inamicaux. Les services de renseignement russes sont actifs là-bas. Parce que la Russie ne veut pas aussi être surprise d'un coup de poignard que les Occidentaux prépareraient pour faire du mal à la Russie. Donc, nous sommes dans une guerre de renseignement entre l'Occident et la Russie. C'est très important. Parce que si tes services de renseignement ne sont pas fiables, tu perds la bataille sur le terrain. Donc, le terrain peut être le terrain africain, comme le terrain européen, ou bien sur le terrain asiatique, partout sur terre, mer, aérien, ou bien sous mer. Le renseignement est très important. Parce que si ton renseignement est faible, tu risques de perdre. C'est-à-dire tes propres alliés, ils vont leur faire du mal pour t'affaiblir. Donc le renseignement russe est actif. Le renseignement occidental est très actif. Alors, ce qui se passe, c'est que le Mali et la Russie ont signé des accords de coopération militaire. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les domaines, que ce soit le domaine logistique, le domaine du renseignement, et dans n'importe quel domaine, la Russie et le Mali échangent des informations. Donc, par exemple, si les services de renseignement russes voient une information, captent une information venant d'un pays tiers voulant faire du mal aux autorités maliennes, les autorités russes transmettent ces informations à l'ambassade de la Russie. Et l'ambassade de la Russie envoie ces informations à l'État, à l'État malien, c'est-à-dire l'ambassadeur de la Russie qui se trouve au Mali. L'État russe lui donne les informations parce que lui, il doit savoir, il représente l'État russe, il doit savoir tout ce qui se passe. Donc c'est l'ambassadeur maintenant à son tour qui envoie les informations aux autorités. Les autorités, eux, à leur tour, ils font ce qu'ils doivent faire de ces informations qui leur sont fournies. Voici ce qui se passe. Maintenant, si le Mali a des informations
l'État malien a des informations. Si un coup qui se préparerait contre la Russie, l'État malien envoie les informations à l'ambassadeur du Mali en Russie. Et lui, il transmet ces informations aux autorités russes. Et les Russes, ils font de ce qu'ils doivent faire de ces informations qu'ils ont obtenues. D'où la coopération internationale entre services de renseignement. C'est très important. Parce que quand on dit ils ont arrêté un bandit, ils ont arrêté un terroriste dans tel endroit, mais un seul service de renseignement ne peut pas obtenir toute information globale sur Terre. C'est la coopération entre services de renseignement qui s'entraident pour obtenir des informations cachées qu'elles sont, pour les obtenir et arrêter les bandits. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des agents doubles, que ce soit en Russie, il y a parmi les services de renseignement russes, il y a des traîtres qui livrent les informations russes aux ennemis de la Russie. Parmi les services de renseignement occidentaux, il y a aussi des traîtres qui livrent des informations occidentales à la Russie. C'est-à-dire, eux, leur pays. Moi, je suis, par exemple, un service de renseignement. Je fais partie d'un service de renseignement. C'est un exemple que je donne. Si je suis un traître, puisque je suis payé dans les deux cas, c'est-à-dire le pays qui m'engage me paye, mais si je dois trahir mon pays pour un autre pays aussi, l'autre pays aussi doit me donner le jeton. Donc, qu'est-ce que je fais? Non seulement les informations que j'ai pour mon pays, je livre ça au pays ennemi. Et si j'ai des informations venant du pays ennemi, je livre ça à moi, mon pays. Et je joue ce double jeu. En réalité, ce qui m'importe, c'est mon jeton. Je cherche mon jeton, donc je fais tout pour avoir toute information qui puisse se cacher de part et d'autre. Et c'est comme ça les services de renseignement. Il y a d'autres qui sont loyaux, mais il y a d'autres qui sont des petits traîtres. Et donc, ce qui se passe, l'affrontement qui se passe entre l'Occident et la Russie, ça a permis aux différents services de renseignement de part et d'autre d'être actifs, avoir les oreilles bien tendues, bien branchées, pour ne pas se voir surpris par l'adversaire. C'est dans ça les services de renseignement russes ont su qu'en Occident, il y avait un coup qui se préparait contre les autorités maliennes. D'où l'information a été... ces informations ont été traitées au niveau de l'État russe et ont balancé ça aux autorités maliennes pour leur faire comprendre qu'il y a un coup d'État qui se prépare sur votre territoire. Voici les détails, les transactions qu'il y a eu. C'est-à-dire parce que ces gens-là ont reçu de l'argent. Et comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer. L'argent n'est pas quitté en Occident directement au Mali. L'argent est quitté en Occident via la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, cet argent a été partagé aux traîtres maliens. Parmi eux, il y a aussi des cyberactivistes. C'est-à-dire des activistes qui étaient aussi arrosés par cet argent. Parmi eux, il y a des militaires, des gendarmes, des policiers, peu importe, tous les corps qui puissent avoir au Mali. Chaque corps, parmi eux, il y a des traîtres. Et ces traîtres ont été arrosés par cet argent. Et qu'est-ce qui allait se passer? Si la Russie n'avait pas donné les informations aux autorités maliennes pour dire voici ce que l'Occident prépare, d'autres vont dire la France. Non, la France n'est pas elle seule qui était dans le coup. Il y a plusieurs pays européens qui étaient au courant du coup d'État qui se préparait au Mali. Il y a plusieurs pays européens, mais le pays qui était devant, c'est la France qui téléguidait les opérations. Mais en dehors de la France, il y a bel et bien d'autres pays. L'Allemagne y était impliquée. L'Allemagne était impliquée là-dedans. Et l'Angleterre soutenait les opérations que la France et l'Allemagne voulaient déclencher sur le territoire malien. L'Angleterre soutenait ces opérations. Donc c'est une opération coordonnée.
C'est une opération coordonnée. L'argent a été envoyé en Côte d'Ivoire. Et de là-bas, ils ont partagé l'argent aux concernés. Et c'est concerné quand ils allaient opérer. Si les autorités maliennes n'avaient pas su cela, Assimi Goïta, ce n'était pas pour l'arrêter, c'était pour l'abattre. Il allait être abattu. Il faudrait que ça soit clair. Parce que l'arrêter, ça allait faire un soulèvement au sein de la population. Et ce soulèvement allait créer le chaos, demandant aux militaires qui allaient faire le coup d'état de le libérer immédiatement. Et d'autres militaires allaient s'opposer, ou les forces russes qui sont présentes allaient lancer une contre-offensive dans le but de libérer Assimi Goïta. Et donc l'objectif numéro 1, c'était d'empêcher toute tentative de libération d'Assimi Goïta si le coup d'état était réussi, était une réussite. Et donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait l'éliminer et tous ses proches, il fallait les mettre hors d'état de nuit. Comme ça, il n'allait plus avoir un leader comme Assimi Goïta, ainsi que ses amis. Les autres leaders allaient prendre peur. Et les nouvelles autorités allaient venir. Parce que si Assimi Goïta et ses amis sont éliminés, les Russes allaient défendre qui? Personne. Ils allaient défendre qui pour le mettre là? Non. Parce que ce n'est pas eux qui vont décider de la politique intérieure. Mais si Assimi Goïta était arrêté, les Russes vont dire, nous sommes là pour son accord. Et il a prêté serment, même s'il n'a pas été élu par le peuple, mais il a prêté serment devant le peuple. Et le peuple n'a pas dit non. Et c'est devant le peuple, il a fait appel à la Russie. Donc la Russie avait le plein droit de le défendre. Et d'empêcher des voyous de l'amener quelque part pour le mettre dans une résidence surveillée. Donc l'opération c'était de l'éliminer, afin d'affaiblir la présence russe au Mali. Et les résultats suivants, les cyber-activistes qui avaient été alimentés, arrosés par cet argent, ils allaient faire une coalition pour dire qu'eux, ils soutenaient les nouvelles autorités au Mali. Une fois cela, ils allaient œuvrer pour rallier le peuple. Rallier le peuple. Et le peuple, de façon inconsciente, allait se rallier à leur cause. Ils allaient mentir, leur expliquer n'importe quoi. Pour dire le Mali ne va pas bien. Depuis qu'ils sont là, le peuple malien souffre. Maintenant qu'on les a changés, les Maliens auront beaucoup d'argent, ceci, cela. Et le peuple, inconsciemment, allait accepter les nouvelles autorités. Les nouvelles autorités, leurs prochains actes étaient les suivants. Demander à la France de revenir dans les accords où le Mali vient, ce que le Mali vient de rompre, c'est-à-dire les accords entre le Mali et la France. Ils allaient restituer ces accords pour ne pas que ces accords soient rompus. Ils allaient renforcer la coopération entre le G5 Sahel et la France. Donc la sortie du Mali n'allait plus être quelque chose qui allait voir le jour. Mais le Mali allait dire non, nos anciennes autorités ont fait une erreur. Nous revenons dans les accords du G5 Sahel. Nous revenons dans les accords de Paris et de Bamako. Et nous revenons dans la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Nous voulons la présence des soldats de l'Union européenne sur le territoire malien. Nous voulons un renforcement des liens entre l'Europe et le Mali. Nous voulons le départ immédiat de la présence des soldats russes sur le territoire malien. Voici ce qui allait voir le jour dans les jours à venir si le coup d'État réussissait. Si le coup d'État réussissait. Vous devez savoir que de nos jours, il y a une guerre d'énergie qui ne dit pas son nom actuellement. Une grande guerre énergétique qui est en train de se dérouler. L'arrogance occidentale, cet Occident qui n'a rien dans ses sous-sols, sinon que dans son sous-sol, est très arrogant. Et par le biais de son arrogance, se fait du mal lui-même, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, l'Occident se blesse lui-même, sans prendre conscience qu'il est en train de se blesser. Et parmi la société occidentale, des gens ont commencé à prendre conscience
Et donc, cette prise de conscience pousse les dirigeants à vouloir se rebattre sur d'autres cartes. À vouloir se rebattre sur d'autres cartes, mes frères et sœurs. Mais ces d'autres cartes, c'est où? C'est l'Afrique. Puisqu'ils ont frappé la porte de d'autres pays, ça a été un échec. C'est-à-dire le Venezuela, qui est un grand, qui regorge assez de pétrole. Ils ont frappé la porte du Venezuela. Maduro n'a pas voulu trahir Poutine. Ils sont allés en Iran. Ils ont demandé aux Iraniens ceci, cela. Les Iraniens ont dit non, on ne peut pas trahir Poutine. Parce qu'ils sont des alliés. Parce qu'il suffisait qu'ils trahissaient Poutine et puis c'est fini. La Russie allait être remplacée vite fait. Mais eux, ils n'ont pas cédé à la pression occidentale. Ils sont partis dans les pays du Golfe. Mais l'Arabie Saoudite n'a pas cédé. Le Qatar même qui est un soutien de l'UE n'a pas encore cédé. Et donc du coup, ils veulent sanctionner l'énergie russe. Le but c'est d'affaiblir la Russie, économiquement parlant, et eux se renforcer. Mais en faisant cela, ils cherchent d'autres partenaires. Mais les différents partenaires du monde refusent d'accepter le dictat européen. Et donc les Européens se disent, mais il y a un seul continent sur lequel nous pouvons nous rabattre. Et ce continent-là est très riche en sous-sol. Il y a tout là-bas. Et ce continent, c'est l'Afrique. Pourquoi ne pas aller en Afrique? Mais l'Afrique, il y a des zones stratégiques que l'Europe ne veut pas perdre. Il y a des zones stratégiques que l'Europe ne veut pas. Pourquoi les Européens ne fatiguent pas trop les Africains de l'Est? Je pose la question. Pourquoi les Européens ne fatiguent pas assez les Africains de l'Est? Et puis, ils sont là, ils fatiguent les Africains du Nord, de l'Ouest et du Centre. Je pose la question. Les Européens, ils ne fatiguent pas assez les Africains de l'Est. Mais ils se focalisent sur les Africains du Nord, du Centre et de l'Ouest. Pourquoi? Mais pourtant, c'est la même Afrique. Ils vont dire, mais les autres parlent anglais. Mais l'Afrique du Nord, ce n'est pas tout le monde qui parle truc français. D'autres parlent arabe. Mais cela ne les empêche pas à les fatiguer là-bas. Donc ce n'est pas la langue qui empêche les Européens de nous fatiguer en fait. Ce n'est pas la langue. La langue peut être là. Mais c'est ce que la situation géographique de ces pays, c'est-à-dire l'emplacement géographique de ces pays, c'est par rapport à ça, ils décident de se focaliser sur l'endroit ou décident de s'éloigner sur l'endroit. En principe, c'est le désert, le Sahara, parce qu'il y a deux grands déserts en Afrique. Il y a le Kalahari et le Sahara. Est-ce que vous comprenez? Le désert qu'on appelle le Sahara, il y a assez de richesses dans ce désert. Et les pays membres de ce désert sont une cible potentielle de l'Europe au nom de l'énergie. Au nom de l'énergie. Il y a le gaz, il y a l'uranium, tout ça c'est l'énergie. Il y a le pétrole, tout ça c'est l'énergie. Et les Européens ont besoin de ça parce que les centrales nucléaires, pour les faire fonctionner, il faut l'uranium. Mais pour aussi faire fonctionner certaines centrales nucléaires, certaines centrales électriques, arrête! Pour faire fonctionner certaines centrales électriques, il faut le pétrole. Donc, du coup, ils ont besoin du pétrole, de l'uranium et du gaz. Ce qui fait que, quand on dit G5 Sahel, mais vous verrez, ils ont quel pays ils ont sélectionné? Mais le Niger, le Mali. Est-ce que vous comprenez? Le Niger, là, il y a un très grand gisement d'uranium au Niger, non loin de la frontière malienne. Ok. Ce gisement-là, arrivé à la frontière malienne, ne s'arrête pas. Ça arrive sur le territoire malien. Peut-être même le plus grand gisement de l'uranium, là, c'est placé même sur le territoire malien. Est-ce que vous comprenez? C'est placé même du côté du Mali. Et donc, pour contrôler cette zone, ils ont tout fait pour propager le terrorisme dans cette zone. Donc la zone quitte la Mauritanie, ça passe par l'Algérie,
Est-ce que vous comprenez? Ça passe par le Niger, ça passe par le Mali, ça va jusqu'au Burkina. Hé, hey, arrête, arrête. Désolé. Donc ça passe par ces différents pays. Vous verrez que ces pays sont visés. Ces pays-là sont visés. Bon, la Mauritanie, ils ne touchent pas trop ça parce que bon, c'est des gens qui coopèrent avec eux. Donc, ils trouvent que les Mauritaniens ne leur posent aucun souci. Donc, côté Mauritanie, là, ils peuvent régler ça en une fraction de seconde. Chut, arrête, 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 vas-y, arrête. Donc, ils pensent que la Mauritanie, ce n'est pas un souci, ils peuvent régler ça. Pour le Niger, ils pensent que pour le Niger, les Nigériens peuvent se révolter à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours parler du terrorisme au sein du Niger pour leur permettre de développer leur base militaire au Niger pour avoir la même mise sur le Niger. Ainsi, ils pourront mieux exploiter l'uranium du Niger. Mais l'uranium n'est pas la seule matière. Il y a aussi le pétrole au Niger. Il y a aussi le gaz. Mais ils ne vont pas vous révéler tout. Donc, ils prennent ça là-bas. Mais pour rester là-bas, pour ne pas que le peuple nigérien se révolte, il faut multiplier les attaques au sein de la population pour justifier leur présence sur le territoire nigérien. Ils ont besoin aussi du Mali, mais ils voyaient que le Mali, ce n'était pas trop ça. Comment faire pour arriver au Mali? Puisque ils n'avaient pas encore de base militaire au Mali. Il fallait créer une rébellion au Mali. Et donc, c'est cette rébellion qui a frappé le Mali dans les années 2010. Allez, allez, laisse. Donc, cette rébellion qui a visé le Mali, c'était une manière de leur permettre de rentrer sur le territoire malien. Parce qu'ils avaient évalué la force de frappe des autorités maliennes. Ils ont constaté que donc, les autorités maliennes ne pouvaient pas faire face à cette rébellion. Et donc, ils ont bien armé les rebelles. Pour que les rebelles passent avec les armes. On dit, les armes viennent de la Libye. Laissez-moi rigoler. Les armes viennent de la Libye. Mais pour quitter la Libye jusqu'au Mali, là, il faut traverser quand même des pays. N'est-ce pas? Quitter la Libye jusqu'au Mali, il faut traverser des pays. Mais ils ont traversé ces pays-là. Comment ils n'ont pas été interceptés en route? Et ces armes sont arrivées jusqu'au Mali. Parce que soit tu passes par l'Algérie, soit tu passes par le Niger, soit tu passes par le Burkina. Mais ces armes n'ont pas été interceptées jusqu'à ils sont arrivés. Ces bandits-là sont arrivés jusqu'au Mali. En réalité, ils ont aidé ces bandits-là. De la Libye, ils transportaient ces armes de la Libye par voie aérienne. Ils envoyaient ça dans leur base militaire au Niger. Est-ce que vous comprenez? De la Libye, ils prenaient ces armes, ils envoyaient ça par voie aérienne dans leur base militaire. Et de là, ils avaient des avions cargo qui pouvaient descendre même dans le désert. Donc des avions tout-terrain qui peuvent descendre dans le désert n'importe quel moment. Et de leur base militaire, ils ont distribué ces armes dans le désert en donnant ça aux bandits. Et donc ça échappait au contrôle des différents États de la région. Puisque nos États ne sont pas avancés technologiquement parlant pour détecter des appareils qui volent la nuit, qui descendent dans n'importe quel endroit pour les intercepter et leur demander qu'est-ce que vous faites là, et ceci, cela. Donc, ils ont tout fait. Assieds-toi ici. C'est la chute. Donc, ils ont partagé les armes à ces bandits. Je viens.
Arrête. Je viens, excusez-moi. Alors, désolé. Ouais, c'est ça. Les enfants. Donc, c'est comme ça ils ont réussi à armer les rebelles. Et suite à ça, ces rebelles ont lancé une offensive. Et c'est eux-mêmes qui sont venus, ils ont dit, bon, ils ont menacé d'autres pays africains pour leur demander de ne pas intervenir. En retour, ils sont passés en bas pour demander aux autorités maliennes pour dire, nous, on peut vous aider. Et c'est ainsi que les autorités maliennes ont demandé à l'État français de venir les aider. Mais quand l'État français est venu, ils n'ont pas éliminé les rebelles qui étaient armés. Hein. Ils ont négocié même avant les rebelles, avant leur offensive sur les parties occupées, ils ont négocié avec eux pour dire reculer. Quand on vient là, reculer, reculer. On ne veut pas avoir de combat. Et c'est comme ça, à chaque fois qu'ils se rapprochaient des villes, ces villes étaient déjà libres. Il n'y a même pas eu de combat. Vous connaissez les terroristes, quand on dit djihadistes. Que tu sois armé, comment lui, il livre le combat et toi. Il n'a pas peur, il ne recule pas, il ne fuit pas. Demandez aux Américains, au Moyen-Orient, même les Français, demandez-le au Moyen-Orient, même les talibans, demandez-le. Quand on dit quelqu'un, il est gamé là, il est poussé par une idéologie religieuse. Lui, il n'a pas peur. Il faut être armé. Comment il t'affronte. Même s'il a une Kalachnikov, il t'affronte. Mais au Mali, il n'y a pas eu d'affrontement. À chaque fois qu'ils se rapprochaient des villes, ils ont fui. Ces gens-là étaient pris dans ces villes-là. Et une fois ces villes occupées par l'armée française, ils ont interdit l'armée malienne d'y arriver. Et ces bandits qui avaient quitté ces villes sont revenus dans ces villes en collaborant avec l'armée française, en interdisant l'armée malienne d'y mettre pied. Et c'est comme ça qu'ils ont occupé ce territoire pendant longtemps. Ils ont pillé le sous-sol et tout. Donc ils ont besoin des richesses de ce pays. Ils ont besoin aussi des richesses qui se trouvent au Burkina. Parce que les Burkinabés savent pas que dans leur sous-sol là, il y a uranium. Le Burkina fait frontière avec le Niger. Il y a uranium. Mais les Burkinabés, ils ne savent pas. Donc ils sont comme des toutous. Ils sont là, ils pensent que c'est or seulement. Non, non, il y a uranium dans votre sous-sol. Demandez à vos autorités de bien fouiller. Ils vont découvrir un grand gisement sur le territoire burkinabé. Il faudrait que ça soit clair. Parce que tant que les Burkinabés ne seront pas cela, ils ne vont pas savoir ce qui se passe sur leur territoire, les attaques qui sont sur leur territoire. Ils ne pourront jamais comprendre. Quand ils comprendront, ils sauront pourquoi les attaques se multiplient dans leur pays. Il faudrait que ça soit clair. Et donc, comme ils voient que l'énergie russe, ils veulent s'en défaire, mais ils n'ont pas d'autre solution. Et donc, la solution unique, c'est l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. C'est là-bas se trouve une très grande, forte énergie. En Afrique, sur le territoire africain, c'est là-bas. C'est dans ces coins-là que l'énergie est florissante. Donc, il faut s'accaparer de ces zones-là, c'est-à-dire toute la Méditerranée jusqu'à l'Afrique du Nord. S'ils ont réussi à mettre la main sur ça, ils seront les maîtres du monde, c'est-à-dire ils vont diriger le monde. Parce que qui veut diriger le monde doit avoir suffisamment d'énergie. Et pour avoir ces énergies-là, il faut qu'ils mettent la main sur l'Afrique, contrôler totalement l'Afrique. Voilà pourquoi ils multiplient les attaques et le terrorisme se propage
dans les pays qui sont riches énergétiquement. Parce qu'eux, ils ont déjà tout détecté. Ils ont des drones, ils ont des avions qui volent la nuit pour détecter, pour faire l'analyse des sols. Donc, ils savent que dans tel pays, leurs avions ont détecté tel truc, richesse dans tel sous-sol. Mais nous, Africains, on est là. Puisqu'on n'a pas cette technologie, donc on ne sait rien. On est dans notre pays, on ne sait pas ce qui se cache sous nos pieds. Mais eux, ils savent déjà ce qui se cache là-bas. Donc, ils font tout. Ils font tout pour nous terroriser. Une fois qu'ils auront leurs différentes bases militaires, une fois qu'ils seront bien installés là-bas, quelques années plus tard, ils vont dire, oh, on a découvert le pétrole, on a découvert le gaz. Mais ils savaient que ça existait déjà. Mais ils ne nous annoncent pas cela. Ils cachent cela. Et ils empêchent les autres pays qui ont la même capacité de détection. Au plus profond du sous-sol, ils leur empêchent de mettre pied dans ces pays de peur que d'autres puissances ne découvrent pas ce qui se cache dans les sous-sols africains. Voici ce qui se joue en Afrique. Donc les présidents ou bien les régimes qui leur sont hostiles, il faut les éliminer un à un pour mettre des régimes qui leur sont favorables afin que ces énergies leur reviennent. Mais s'ils échouent en Afrique, l'Occident perd le contrôle sur le monde. Voici ce qui se joue. Ça, c'est la géopolitique. Si l'Occident perd les pays énergétiques africains, l'Occident perd la même mise sur le monde. Parce que les pays du Golfe commencent à se rebeller petit à petit. Puisque la Chine et la Russie commencent à avoir une très grande influence. Et donc, du coup, ils ont peur. Ils se disent, bon, comme au Golfe, là-bas, au Moyen-Orient, on commence à perdre la même mise, mieux vaut venir en Afrique. Mais si l'Afrique leur échappe et qu'il y a une bonne concurrence sur l'Afrique, ils seront obligés de comprendre que le monde n'est plus unipolaire et que le monde est dorénavant multipolaire. Et c'est ce que la Russie a compris. Voilà pourquoi la Russie apporte son aide militaire, le renseignement militaire aux pays africains qui sont amis à la Fédération de Russie. En retour, la Chine apporte la manne financière, c'est-à-dire l'argent. La Chine a l'argent. Quel argent l'Europe a et puis la Chine n'a pas. La Chine aussi a le guet. Donc la Russie, c'est le domaine militaire, le renseignement. La Chine, c'est le domaine économique. Parce que les deux fonctionnent ensemble. Chine et Russie, ils fonctionnent ensemble. Comme l'autre n'est pas riche en matière de trucs de l'argent. Donc lui qui est riche en matière de l'économie, il vient, il apporte son économie aux pays frères de la Russie. Et la Russie apporte son expertise militaire aux pays amis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, qui dit Russie, dit la Chine. Vous devez comprendre. Donc, les sanctions occidentales ne vont pas aller quelque part. Si vous êtes réellement amis à la Chine et amis à la Russie, si vous sanctionnez, la Chine peut financer. La Russie peut restituer votre armée. Donc, voici ce qui se passe. Donc, en quittant le domaine africain, on ne va pas trop durer. Je vais faire maintenant 5 minutes. Voilà, je vais parler de l'Ukraine vite fait, 5 minutes. Donnez-moi, accordez-moi 5 minutes. De donner mon numéro de WhatsApp. Est-ce que je connais mon WhatsApp par cœur? Je ne connais pas ça par cœur. Mais allez-y. Je ne connais pas mon WhatsApp par cœur. Je sais qu'il y a d'autres qui connaissent ça par cœur. Ils n'ont qu'à vous donner Eric Ouessou. Ceux qui connaissent mon numéro, ils n'ont qu'à mettre ça sous le commentaire d'Eric Ouessou. Comme ça, il obtiendra mon WhatsApp. Alors, en Ukraine, je vais mettre 5 minutes et puis je finis parce que vous savez, les enfants sont là et tout. Donc, je dois m'en occuper. Alors, en Ukraine, ce qui se passe, les choses avancent très bien. Cette histoire de Kharkiv, parce qu'ils ont dit, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive sur la ville de Kharkiv. En fait, c'est une plaisanterie ukrainienne. C'est une plaisanterie ukrainienne. Pourquoi ils ont lancé cette contre-offensive? Les services de renseignement américains avaient déjà des informations disant que les forces russes se préparaient à quitter cette ville pour se rabattre sur le Donbass. C'est-à-dire, Donbass, il y a deux régions, le Donetsk et le Lugansk, pour renforcer les unités qui sont là-bas, afin de vite prendre ces deux localités.
Donc les services de renseignement américains étaient informés de ça et étaient au courant. Et les Russes se préparaient à se retirer de Kharkiv. Voilà comment ils ont transmis les informations aux autorités ukrainiennes pour leur demander de lancer une offensive pour faire comprendre au monde entier que c'est eux qui ont libéré la ville de Kharkiv. La preuve en est que quand cette offensive a été lancée, il n'y a pas eu de contre-offensive russe. Il n'y a pas eu de résistance russe. Parce que les Russes, ils se sont préparés. De la manière ils ont quitté le nord de Kiev. Quand ils quittaient là-bas, les Ukrainiens ont dit on lance une offensive. C'est la même chose, c'est la même danse. Et après, ils disent on a libéré. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui ont libéré. Ça, c'est de la propagande occidentale. La Russie s'apprêtait à quitter là-bas. Donc, eux, ils ont lancé leur contre-offensive. Ce n'est pas ça qui allait. Hein, c'est pas ça qui allait empêcher le plan russe. Donc, les Russes se sont retirés de Kharkiv et ils se sont rabattus sur Izium. Non. Chut. Ils se sont rabattus sur Izium. Donc, la ville d'Izium et tout. Donc, ils ont concentré leurs forces là-bas pour prendre vite les deux localités, Lugansk et Donetsk, afin de s'orienter maintenant vers Odessa. Parce que Poutine, il veut atteindre Odessa, mais avant ça, il doit libérer d'abord l'est de l'Ukraine. Donc, quand il vous annonce que non, il y a une contre-offensive, l'Ukraine a libéré Kharkiv, oui. Parce que les Russes s'apprêtaient à quitter là-bas. Eux, ils sont quittés là-bas. Ils ont quitté là-bas. Ce n'est pas une contre-offensive qui a libéré cette ville totalement. Sinon, si la Russie voulait résister là-bas, ils n'allaient même pas libérer là-bas. Pourquoi ils ne font pas leur contre-offensive vers l'Est? Pourquoi ils ne font pas leur contre-offensive vers l'Est? Et puis là où les Russes s'apprêtent à quitter toujours, c'est là-bas ils disent contre-offensive. Donc c'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi ils vous annoncent que non, l'Ukraine va gagner la guerre. L'Ukraine a déjà libéré 1000 localités de Kharkiv et tout. Donc vous devez comprendre cet enjeu. Alors les choses évoluent maintenant à l'est de l'Ukraine. Il y a une ville qu'on appelle Severodonetsk, qui est la dernière ville de Lugansk. C'est ça qui reste. Donc Lugansk a été libéré. Il reste au moins un petit pourcentage. Donc Severodonetsk, c'est la dernière ville, une ville de 100 000 habitants qui reste. Si la Russie libère ça, ça veut dire Donetsk est 100% libéré. Donc non, Lugansk sera 100% libre. Et il va rester Donetsk. Et ils vont concentrer leur offensive sur Donetsk. Mais ils concentrent l'offensive sur les deux localités. Eux-mêmes, ils reconnaissent les Ukrainiens. La Russie est en train d'avancer à une très grande vitesse. Parce qu'ils ont lancé une offensive. Hier nuit, ils ont vu un déluge de feu qui s'est abattu sur ces deux régions du jamais vu. Pourtant, l'Occident disait que les forces russes avaient l'incapacité de manœuvrer. Ils étaient incapables de manœuvrer et que le moral des soldats russes était très bas. Ils ne pouvaient plus parce que l'Ukraine a détruit toutes les forces russes comme si c'est soldats qui manquaient aux Russes. Je tiens à rappeler que les réservistes en Russie, ils sont 2 millions. Et ceux qui sont actifs, ils sont au moins 9 000 personnes. Non, 900 000 personnes plutôt. Ils sont 900 000 personnes et les réservistes sont au moins 2 millions quelque chose. Donc vous comprenez déjà. Donc au total, on peut évaluer ça à 3 millions de soldats que la Russie a au cas où il y a eu une vraie guerre. Et je tiens à vous rappeler que la Russie n'a même pas encore fait la mobilisation nationale pour dire que la Russie est en guerre. Parce que quand un pays est en guerre, il faut faire la mobilisation nationale. La Russie a emmené seulement que 180 000 à 170 000 personnes sur le territoire ukrainien. Or, l'Ukraine, tous les Ukrainiens, ils sont mobilisés dans leur ensemble. Parce qu'eux, ils sont en guerre. La Russie est dans une opération spéciale. Vous devez comprendre. Ceux qui doutent de la force de frappe russe, je ne comprends pas. C'est-à-dire, en face des Russes, parce que pour attaquer un pays, là, il faut être plusieurs fois nombreux. Parce que face à un soldat que tu attaques, je prends un exemple, un soldat qui prend les gens en otage dans une maison. Pour libérer les gens qui sont dans la maison là,
il faudrait qu'au moins il y ait 10 soldats qui puissent lancer une offensive sur un seul soldat. Parce que si c'est un soldat contre un soldat, il va éliminer l'autre. Mais la Russie n'a pas fait ça. Parce qu'elle est sûre. Tais-toi, Mimi. Ça va. La Russie est sûre de sa force de frappe. Donc elle a envoyé 170 000 hommes. Et l'Ukraine a fait une mobilisation générale. Je tiens à vous rappeler qu'il y a 45 millions d'habitants en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Il y a 45 millions d'habitants. Donc une mobilisation générale, ça veut dire lui qui est capable de prendre les armes alors qu'il rentre à faire la guerre. Ce qui veut dire en Ukraine, ceux qui ont les armes, ce n'est pas une question de 1000 personnes, c'est une question de millions de personnes. Est-ce que vous comprenez? Face à ces millions de personnes qui sont en armes, qui sont armées jusqu'aux dents, armées par les Occidentaux, les Américains, et j'en passe, même les Japonais, qui sont impliqués indirectement dans la guerre. En dehors de ça, il y a des mercenaires. Et il y a des généraux. Les Occidentaux fournissent des informations et tout ce qui concerne le renseignement, et même sur le terrain. Ils sont impliqués là-bas directement. Face à ça, la Russie n'a pas fait une mobilisation générale. La Russie n'a pas fait débarquer 500 000 hommes sur le territoire ukrainien. C'est 170 000 hommes face à des millions de personnes ukrainiennes qui sont armées jusqu'aux dents. Mais face à cela, la Russie réussit à prendre des villes. Donc vous devez faire la différence. D'autres disent, mais la petite Ukraine, la Russie n'arrive pas à envahir l'Ukraine, que c'était une opération de 3 jours. Mais vous avez appris où? Et quand un homme politique russe a dit qu'il partait en Ukraine pour faire une opération militaire de 3 jours, vous avez entendu ça dans la bouche de quel homme politique russe? Poutine n'a jamais dit ça. Le ministre de la Défense russe, même le ministre des Affaires étrangères, même les journalistes russes n'ont jamais dit ça. Ce sont les Occidentaux qui lisent dans la tête de Poutine qui disent non, Poutine pensait que c'était une opération de 3 jours. C'est eux, ce sont les Occidentaux qui inventent ça, cette histoire de 3 jours. Poutine n'a jamais dit qu'il partait en Ukraine pour une opération de 3 jours. Donc, quitter dans cette affaire de 3 jours, la Russie est une force de frappe tranquille. Parce que les Occidentaux, ils vont beaucoup critiquer ce que la Russie fait là. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Si on prend chaque pays occidental un à un, one by one, de faire ce que la Russie est en train de faire, ils ne pourront pas, ils ne pourront même pas réussir. Ils ne pourront même pas faire la moitié. Ils ne peuvent même pas envahir une petite partie de l'Ukraine. L'Ukraine est une puissance militaire. Surentraînée, surarmée. Mais cela n'empêche pas les Russes d'avancer. Or, Poutine n'a pas déclenché une mobilisation générale. Il n'a pas pris toute son armée pour l'envoyer en Ukraine. Il a pris 170 000 hommes seulement. En Ukraine, à partir de 18 à partir de 18 à 70 ans plutôt, tu es censé prendre les armes. Tu ne sors pas du pays. Donc vous comprenez? Donc, les hommes en Ukraine qui ont 18 ans à 70 ans ou bien 76 ans, s'ils sont au nombre de 10 millions, eux tous là, ils ont pris les armes. Parce qu'il y a eu une loi, la loi martiale a été déclenchée. Ils ne sont pas censés quitter le pays et les frontières étaient contrôlées. Eux, ils ne quittaient pas. Les femmes quittaient, mais par contre, les hommes là, tous les hommes qui ont 18 à 70 ans, ils partaient au front. Donc, ce sont des millions d'Ukrainiens qui partaient au front. Face à eux, il y a au moins 170 000 personnes venant de la Russie, soldats russes, qui font front à des millions de soldats ukrainiens. Alors, si tu n'es pas fort, est-ce que tu peux tenir? Mais non, tu ne peux pas tenir. Même l'Amérique même ne peut pas le faire. Si c'était les Américains, il y a longtemps, ils allaient demander les alliés américains, venez nous aider, et les alliés allaient accompagner les Américains. Mais la Russie, elle a des alliés, mais elle n'a jamais demandé à ses alliés de venir l'aider. Elle seule fait front à toute la nation ukrainienne et à tout l'Occident ainsi que l'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui vous mentent, disant que non, la Russie a fait brise, quittez dans ça. Si c'était une vraie guerre, la Russie aussi allait déclencher la mobilisation générale. La mobilisation générale ukrainienne. Donc, ce n'est pas 170 000 hommes qui allaient être en Ukraine. Hein.
C'était des millions de Russes qui allaient débarquer sur l'Ukraine pour manger les Ukrainiens vite fait. La Russie allait déclencher au moins 1 million de soldats pour dire allez-y en Ukraine. À mobilisation générale, ça veut dire que tu mobilises au moins, si tu n'as pas mobilisé beaucoup, c'est 1 million d'individus, tu dis allons-y. On va en finir, on va en découdre. Et puis eux tous, waouh, ils descendent là-bas. Mais 170 000 hommes face à un truc, à des millions d'individus qui sont armés. Donc vous comprenez déjà que la Russie est une force de frappe. Même la France ne peut pas. La France ne peut pas attaquer l'Ukraine, elle seule, sans aucune aide extérieure pour soutenir la France. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc en allant sur cette base, vous comprenez, même avec l'aide occidentale, avec les nouvelles armes que les Occidentaux envoient, la Russie hier a commencé à avancer de façon fulgurante à l'est. Et puis, eux, ils demandent, ils disent, mais apportez-nous les armes lourdes. Mais on leur demande, mais les armes que les Occidentaux vous envoient, l'Amérique a débloqué 40 milliards de dollars d'armement. Les Occidentaux, ils vous envoient des nouvelles armes, des canons César, des obusiers, mais ça y est où? Et puis vous criez encore, ils n'ont qu'à vous amener les armes parce que les Russes avancent. Vous comprenez que les armes que les Occidentaux envoient, ça ne sert à rien. Ces armes sont détruites ou confisquées par les Russes, tout simplement. Ou bien sur le terrain de bataille, ils utilisent ces armes. Mais ce n'est pas ces armes qui vont empêcher la Russie d'avancer. Poutine a dit que vous allez nous empêcher d'aller vite. Mais nous allons atteindre nos objectifs, quel que soit le temps que ça prendra. Ça veut dire, si vous voulez multiplier les armes, donner tous les dollars du monde, venez en tas, mais peut-être ça va prendre du temps, mais nous allons avancer petit à petit, atteindre nos objectifs. Personne ne peut empêcher l'objectif russe d'être atteint. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se... À l'est, les parties qui sont confisquées par les Russes, les Ukrainiens n'ont jamais pris une petite partie ou bien repoussé les Russes. Non, au contraire, ce sont les Russes qui avancent. Les régions qui n'intéressaient pas la Russie, c'est là-bas la Russie a fait retrait. Au nord, c'est-à-dire vers Kiev et Kharkiv, la Russie a quitté là-bas. Mais vers le Donbass, là, Poutine, lui, ne joue pas avec son histoire de Donbass. Vous allez dire contre-offensive de l'autre côté. Mais côté Donbass, là, à contre-offensive, il y a les MiG-25, MiG-24 qui sortent, qui bombardent en même temps pour anéantir les obusiers que les Européens donnent. Ensuite, donnez-nous des armes. Les armes arrivent, ils anéantissent ça. Et c'est comme ça. La Russie avance. Mariupol, hier, il y a 260 soldats des néo-nazis qui se sont rendus aux forces russes. Ils ont parlé, nous sommes des résistants. Ah tiens, quand il y a d'autres, il n'y avait plus de bras. Il y a d'autres, ils avaient des pieds coupés. Quelqu'un qui a pieds coupés, bras coupés, il peut être encore résistant. Ils mouraient à petit feu, mais leur orgueil les empêchait de sortir de là. Ils sont cachés là-bas, on résiste. Pourtant, il y a d'autres même, ça faisait pitié. Ils ont mis des tuyaux dans leur ventre pour qu'ils respirent. Est-ce que vous comprenez même? Et c'est dans ça ils disent il faut résistance. Il y a d'autres, ils sont affamés, tu vois, ils ont maigri, fatigués. Et c'est dans ça ils disent résistance. Ils ont compris à un moment donné. Ils ont compris que ça ne sera pas la peine de dire résister parce que Poutine dit ne lancez pas une offensive dans le sous-sol pour ne pas perdre des soldats inutilement. Verrouillez-les, bombarder la surface, ils vont respirer le gaz carbonique, ils vont avoir faim, soif. À un moment donné, ils vont dire, comme tu chauffes le rat, quand tu mets la fumée dans le trou du rat, à un moment donné, le rat ne peut plus te dire, il tète et puis il court. Mais tu vas où? Si l'environnement est bien fermé, ta course n'ira nulle part. Donc, c'est hier, ils ont su qu'ils ne pouvaient plus. Une partie s'est rendue, mais ça continue toujours. Ils continuent à se rendre. Ils disent non, Poutine dit allez-y, amenez-les en Russie. Ou bien les zones contrôlées par les pro-russes, ils vont se faire soigner comme il se doit. Après, ils vont subir un procès. Ils ont dit qu'il faut les échanger avec les prisonniers russes. Parce que les Ukrainiens ont fait quand même des prisonniers russes, mais ils ne sont pas nombreux. Mais ils disent, bon, ils n'ont qu'à leur donner
ceux qui se cachaient dans l'usine, et puis en retour, ils vont donner les prisonniers russes. Le président de la Douma russe, il dit non, pas question. Les prisonniers d'Azov, là, il ne faut pas la Russie va les livrer, ils n'ont qu'à garder les prisonniers russes. Tôt ou tard, là, la Russie va attraper encore d'autres militaires ukrainiens. Après, quand ils vont les attraper, là, sur eux, là, ils vont négocier. Mais ceux-là qui sortent de l'usine, il n'y a pas histoire de négociation. Pied coupé, bras coupé, œil cassé, tu vas aller au goulag, en Sibérie là-bas, tu vas rester là-bas en prison, torse nu, en plein moins 40 degrés. On te met en torse nu, on dit il faut dormir. Quand ils vont quitter là, ils ne vont plus parler de résistance. Ils vont comprendre que l'Occident les a blagués. L'Occident les a manipulés. Même les femmes des militaires qui étaient à Azov, dans l'usine, ont commencé à manifester comme quoi les autorités ukrainiennes ont trahi leurs époux. Ah, c'est maintenant qu'ils comprennent. C'est maintenant qu'ils comprennent. Au moment où il n'y avait pas de séquelles sur eux, la Russie leur demandait de se rendre. Ils ne voulaient pas. On résiste. Au moment où ils avaient leurs membres tranquilles, c'est-à-dire les bras étaient justes, les yeux étaient justes, les pieds étaient justes, on résiste. Maintenant, ils ont un pied coupé. C'est là on se rend. Regardez-moi. Pourquoi l'être humain est bête comme ça? Pourquoi l'être humain... C'est-à-dire, au moment où tu te portes bien, il faut te rendre. Peut-être, par la grâce de Dieu, plus tard, il peut y avoir des négociations. Et puis, ils vont vous libérer. Vous allez obtenir la liberté. Et suite à ça, vous allez changer de vie. Mais non, 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 non. On veut résister. Maintenant, vous avez des bras coupés, des pieds coupés, des yeux cassés. C'est là maintenant, on veut négocier, on se rend. Ils sautent avec des béquilles. Regardez-moi des conneries comme ça. Regardez-moi, c'est pas béquilles là, c'est pas yeux cassés là. C'est pas ça qui va empêcher. Il va vous envoyer en Sibérie. Il va vous mettre en torse nu, moins 40 degrés. Vous allez connaître ce que c'est que la souffrance. Pas avec les balles, mais avec la nature. La nature va vous faire subir ce qu'on appelle la vraie souffrance. Regardez-moi des conneries comme ça. Mimi? Donc, voici un peu ce qui se passe. Donc, la Russie avance. Les choses avancent. Parce que Poutine, lui, il veut vite atteindre ses objectifs en Ukraine. Et il va s'occuper de la Suède et de la Finlande. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Suède et la Finlande ont fait leur demande à l'adhésion à l'OTAN. Hier, Poutine a déjà envoyé des Iskander à la frontière finlandaise. Il a déjà aligné des véhicules, des missiles qui ont une portée de 500 km. Il les a déjà alignés sur la frontière finlandaise. Pour regarder bien, pas à pas, qu'est-ce que la Finlande veut faire? Est-ce que la Finlande veut adhérer au sein de l'OTAN pour que l'Amérique envoie des bases militaires en Finlande? Ou bien, donc Poutine est là et regarder l'évolution de la situation. Mais avant ça, il veut obtenir une victoire le plus tôt possible pour s'occuper de la Finlande. Donc, il a demandé à ses militaires de multiplier les frappes sur l'Ukraine et avancer le plus tôt possible. Et ensuite, une fois quadrillé, il va demander à ses militaires, mais écoutez, lui, il ne veut pas mettre assez de militaires. Il veut prendre les militaires qui ont déjà de l'expérience sur le territoire ukrainien, qui ont déjà fait affrontement avec les Occidentaux, qui savent comment les Occidentaux se battent. Comment? Parce que la manière dont les Ukrainiens se battent, c'est comme ça les Occidentaux se battent. C'est eux qui ont enseigné les Ukrainiens. Et il y avait des soldats occidentaux en Ukraine. Donc de la manière ils se battent. Eux là, les soldats militaires russes qui sont en Ukraine, ils connaissent maintenant la technique de combat des Occidentaux. Donc en Finlande là-bas, c'est la même technique que les Occidentaux vont utiliser. Donc ces Russes-là les connaissent déjà. Donc Poutine veut orienter les soldats qui sont en Ukraine. Il ne veut pas utiliser d'autres soldats. Les autres soldats, là, c'est pour surveiller la Russie. La Russie est grande. C'est le plus grand pays au monde. 17 millions de kilomètres carrés. Il faut des soldats pour veiller sur la Russie. Maintenant, ceux qui se battent là-bas, mais à chaque fois qu'ils évoluent, ils forment d'autres soldats autochtones. C'est-à-dire des Ukrainiens qu'ils ont trouvés sur pied. Ils les forment et ils leur demandent de monter la garde. Maintenant, quand ils vont finir, la Russie va leur laisser les matériels de guerre qu'elle envoyait en Ukraine. Ces matériels vont rester là-bas pour surveiller l'Ukraine, pour ne pas que l'Ukraine reprenne du territoire. Maintenant, la Russie va livrer d'autres
matériel moderne pour s'occuper de la Finlande au cas où la Finlande voudra adhérer au sein de l'OTAN, pour permettre aux forces américaines de venir se mettre sur le territoire finlandais. Donc voici un peu ce qui se passe. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vivons l'actualité. La prochaine fois, on fera encore le point du jour. Ciao.